Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 166. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast qui va, je l'espère en tout cas, essayer de répondre à cette question: qu'est-ce qu'une bonne fin de roman? Alors, allons-y. Tout d'abord, je vais y aller un peu de façon provocatrice, mais est-ce que c'est si important d'avoir une fin excellente? Ou est-ce que ce qui importe, c'est le livre dans sa globalité, le récit dans sa globalité? Alors, je vais quand même faire un petit focus sur l'importance de la fin, comme j'ai déjà pu le faire sur l'importance du début du roman et de l'accroche avec l'incipit. En fait, la fin d'un roman, il faut toujours se dire qu'elle a une fonction un peu particulière, parce que le lecteur va terminer sur cette fin. Et donc l'ultime émotion, l'ultime message qu'il va garder en lui de façon vraiment prégnante, parce qu'il fermera le roman, donc c'est les derniers mots qui vont lui rester dans la tête, c'est vraiment d'une importance capitale. Pourquoi ? Parce que souvent, alors oui, ça nous arrive de parler d'un roman qu'on est en train de lire, etc., mais souvent quand même, on parle d'un livre qu'on vient juste de terminer et qui nous a marqué pour tout un tas de raisons. Et donc il est très 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 important d'avoir une fin qui prend véritablement sa place et qui soit pas juste un peu bâclée, voilà, on a tout donné pour le dénouement, on a tout donné dans les rebondissements, etc. À la fin, elle coule de source, mais bon, on va pas non plus trop s'y attarder parce que, encore une fois, le spectacle avait eu lieu un peu avant. C'est une erreur parce que cette fin-là, plus elle est subtile, plus elle est travaillée, plus le lecteur il a l'impression qu'elle est à la hauteur du reste du roman, plus ça va le conforter. C'est comme si un peu il attendait la dernière note pour vraiment pouvoir apprécier l'ensemble. Et du coup, plus tu le laisses dans une bonne impression, vraiment une impression de complétude où tous les éléments sont là, il n'y en a aucun qui est bâclé, il n'y en a aucun qui a un niveau un peu moins bon que le reste du roman, plus il a l'impression que tout se tient, tout est abouti, et plus lorsqu'il va refermer le livre, il va comme valider définitivement les premières impressions qu'il avait. C'est-à-dire quand il a commencé le roman, quand il a été dedans, il l'a trouvé plutôt bien, il a peut-être commencé à en parler un peu autour de lui, en ce moment je lis ça, etc., etc. Mais si la fin est réussie, c'est un peu comme si, du coup, il pouvait dire « Ah, ça y est, le roman, il est vraiment, vraiment bon, j'attendais vraiment la fin, mais là, avec la fin, elle est autant à la hauteur que le reste du roman, et donc, je peux parler de ce roman qui me reste dans la tête. » Et on va pas se mentir, ce qui reste dans la tête d'un lecteur, c'est vraiment quelques personnages particulièrement emblématiques, quelques scènes qui sont véritablement marquantes, et évidemment la manière dont la fin a été amenée, puisque la fin, elle clôture une apothéose, elle clôture tout le voyage. Et ça me permet, du coup, de glisser vers la fonction première de la fin. Il faut bien que tu comprennes que la fin, c'est pas juste on a terminé la quête principale, on a dénoué l'intrigue principale. Et donc ça coule de source, on se retrouve avec une fin, parce que elle vient en toute logique après le dénouement d'une intrigue. C'est pas ça la fin. En fait, la fin en tant que telle, ce qu'on appelle parfois d'ailleurs pour bien l'identifier l'excipit, en référence évidemment à l'incipit qui est le début de ton roman, la fonction première de la fin, c'est d'avoir justifié le voyage, de comprendre le voyage qui a été effectué tout au long du roman, de comprendre l'intention littéraire de l'auteur et de comprendre le message. Grâce à la fin, on a enfin une vision globale d'ensemble du roman. Et sans cette fin, il manquerait quelque chose. Sans cette fin, très clairement, le tableau serait incomplet. On n'aurait pas les tenants et les aboutissants de l'intention littéraire de l'auteur. On aurait un voyage impartiel. On aurait quelque chose qui manquerait, très clairement. Bien sûr que on disposerait de la presque totalité des intrigues parce qu'on arriverait au bout du roman, mais c'est comme s'il manquait quelque chose pour que la fameuse boucle soit bouclée.
Et vraiment cette impression de boucle qui est bouclée, c'est essentiel dans un roman et c'est la fonction exclusive de cette fin. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais bâcler la fin. Et bien sûr, je vais te rebattre les oreilles avec ce que je t'ai déjà dit, mais la fin, alors pas dans le détail, on est bien d'accord, mais la fin, elle doit être prévue bien en amont de l'écriture de ton roman. Ça ne veut pas dire qu'en cours de route, tu ne vas pas changer d'avis. Probablement que tu vas prévoir une première fin quand tu vas travailler ton plan, travailler tes personnages, tes arcs narratifs, tes grandes bascules, etc. Probablement que tu vas prévoir une fin, dans les grandes lignes évidemment. Et quand tu vas écrire ton manuscrit, il y a peut-être des choses finalement, tu vas changer d'avis, tu vas rajouter une intrigue secondaire, peut-être que tu vas en supprimer une, peut-être que finalement le personnage que tu pensais être hyper important, au final, en cours d'écriture, il te paraît très secondaire, et que tout ça modifié fait que tu vas changer d'avis sur la fin, parfois radicalement d'ailleurs, parfois c'est une fin complètement différente de celle que tu as prévue, parfois uniquement dans le détail. Mais c'est très important que tu aies une vision d'ensemble en amont que tu vas pouvoir modifier. Pourquoi c'est important d'avoir une vision d'ensemble préalable à la rédaction de ton premier jet? C'est que tu sais où tu vas. Et tant que tu sais où tu vas, tu as cette maîtrise. Quand bien même tu changerais d'avis, quand tu vas changer d'avis, tu sais pourquoi tu changes d'avis et tu sais ce que ça va modifier dans ton plan d'origine. Tu continues de garder le contrôle. C'est la raison pour laquelle je t'encourage, encore une fois, à faire un plan. Et quand je parle de plan, je suis pas du tout en train de te dire de faire 150 pages de plan. Si tu es plutôt quelqu'un qui préfère la spontanéité de l'écriture, mais grand bien te fasse. Mais au moins, réfléchis à quelques grandes bascules, réfléchis à quelques grands moments de suspense, parce que alors sinon tu vas nous enquiller les chapitres les uns à la suite des autres, chapitres qui seront de même importance, et tu géreras pas du tout ta courbe narrative et ta courbe d'intensité narrative. Donc c'est la raison pour laquelle il faut quand même que tu saches à peu près où tu vas. Mais dans le à peu près où tu vas, en cours de rédaction de ton premier jet, tu peux évidemment changer complètement d'avis. Alors maintenant, passons aux quelques conseils qui, pour moi, sont non négociables pour réussir sa fin. Premièrement, c'est la chose la plus importante, parce que c'est directement lié à la fonction première de la fin qui est de justifier le voyage et de permettre au lecteur d'avoir enfin cette vision d'ensemble du voyage et du but de l'objectif du voyage et du message qui est véhiculé par l'histoire qu'il vient de lire, c'est de fermer toutes les portes que tu as ouvertes durant ton roman. Alors, là, tu vas peut-être me dire « Ah, mais quid du coup des fins ouvertes ?» parce que des fois, c'est intéressant de permettre au lecteur de tricoter sa propre fin et du coup de le laisser en suspens pour que lui, derrière, puisse imaginer ce qu'il a envie d'imaginer. Bon, alors déjà, d'une part, c'est pas parce que tu vas fermer toutes les portes que tu vas empêcher les lecteurs de tricoter des fins alternatives ou d'aller bien plus loin que la fin que tu lui proposes, voire de créer un nouveau roman tout entier avec de nouveaux rebondissements. Je te rappelle que l'entièreté de la sphère de la fanfic, c'est justement de créer des fins alternatives, alors même que les œuvres, elles ont une fin totalement complète et qui ferme toutes les portes qui ont été ouvertes. Donc cet argument de dire oui mais c'est bien que du coup le lecteur il récupère cette liberté de création et d'imagination et de pas trop l'enfermer en lui prémâchant totalement les solutions, etc. De toute façon ça ne tient pas parce que même quand tu as une fin complètement fermée, si le lecteur a aimé ton univers, s'il a aimé tes personnages, tu ne l'empêcheras pas de tricoter des fins alternatives. Il va jouer avec ça, il va jouer avec des pistes secondaires, il va tordre ton histoire, ça fait partie du jeu. Ensuite, je te rappelle que le lecteur, lorsqu'il achète un roman, il achète un roman. Donc il en veut pour son argent, c'est-à-dire qu'il veut une histoire complète. Donc c'est pas à lui de se demander, bon alors attends, bon on a fini avec ça, alors qu'est-ce qui va se passer sur les personnages? Bon bah alors comme on répond pas à la question, a priori il peut arriver ça, c'est une chose différente de sciemment avoir une fin et de tricoter des fins alternatives qui nous plaisent plus ou parce qu'on veut expérimenter, etc., etc., mais de partir du boulot qui a été fait et correctement fait par l'auteur, à savoir je te propose une fin parce que je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes, ça c'est une chose, mais c'est une chose différente de se retrouver avec une fin où on a l'impression que l'auteur a dit bah écoute lecteur, démerde-toi. Enfin voilà, moi j'ai fait le gros du travail, j'ai monté la sauce, j'ai fait tout un tas de trucs, mais alors par contre moi je tire pas les conclusions de mon dénouement,
c'est à toi de le faire. N'oublie pas que c'est toi le professionnel. C'est toi l'auteur, c'est toi qui es maître du voyage, c'est toi qui es maître de l'illusion que tu as créée et dans lequel tu as baigné, tu as plongé le lecteur pendant le temps de ton histoire. Donc ne le lâche pas dans la nature comme ça et démerde-toi pour la suite parce que moi j'irai pas au-delà du dénouement que je viens de proposer. Donc la problématique elle est là, c'est toi le professionnel quand même. Donc c'est bien des fins ouvertes, mais à un moment il y a aussi une question de professionnalisme. Et c'est pas au lecteur à composer forcément parce que tu le mets dans une situation où il est obligé du coup d'inventer sa propre fin parce que tu lui as fait une fin complètement ouverte. Et le cerveau n'est pas configuré pour avoir des choses qui restent en suspens, pour avoir une narration qui reste en suspens, un raisonnement qui reste en suspens. Le cerveau humain, il fonctionne en cercle qu'on ferme. Donc on met un point final. S'il n'y a pas de point final, c'est stressant pour le cerveau. Donc tu mets le lecteur dans l'obligation de réfléchir à une fin obligatoirement parce que toi tu l'as pas fait. Et c'est beaucoup plus inconfortable que quand tu lui proposes une fin et que le lecteur, par envie, par passion, par tout ce que tu veux, décide d'imaginer des fins alternatives. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire que tu dois t'interdire de laisser planer le doute sur certaines choses? Pas du tout. C'est juste qu'il y a une différence entre avoir le dénouement et ne pas du tout tirer les conséquences de ce dénouement sur l'entièreté de tes protagonistes, et où là on a vraiment plus ouverte que ça, c'est pas possible, et une fin qui propose de fermer quelques portes et qui décide sciemment, et là c'est en connivence avec le lecteur, c'est-à-dire que tu lui fais comprendre que c'est quelque chose que tu as fait sciemment du coup, et c'est une sorte de jeu que tu instaures avec le lecteur, il y a cette complicité qui du coup s'instaure. Et donc il y a une différence entre laisser tout en suspens et fermer les portes les plus importantes, celles qui vraiment tenaient l'entièreté de l'histoire et qui touchaient le protagoniste, etc., et laisser sciemment ouvertes quelques petites portes pour laisser le lecteur jouer avec ça tant qu'il veut, et ça peut être aussi une façon pour toi de terminer sur une fin douce amère, c'est-à-dire de ne pas terminer sur le total happy ending qu'on pouvait éventuellement attendre et de distiller quelques problématiques de fin qui ne se finissent pas, de portes que tu laisses ouvertes parce que très clairement on ne sait pas comment elles peuvent finir. Donc il y a vraiment une différence entre quelque chose que tu mets en place de façon subtile comme un jeu que tu instaures avec le lecteur et puis démerde-toi à la fin du dénouement parce que moi j'arrête là. Et sous prétexte d'avoir cette espèce de gadget narratif qui est que on a un dénouement qui explose et puis on termine sur la fin avec une rupture, vraiment quelque chose de brutal pour que on provoque chez le lecteur un sentiment de frustration aiguë en se disant non mais c'est pas possible, ça peut pas terminer comme ça, le coup de massue. Ça c'est un gadget narratif. Normalement, si tu as correctement géré ton suspense, t'as pas besoin d'avoir recours à ce type de gadget narratif qui est je coupe l'action en plein milieu et puis je m'arrête là et je ne dis absolument pas ce qui se passe ensuite. T'as pas besoin de ça. Si tu as correctement ménagé ton suspense, le lecteur il en aura pris plein les mirettes pendant tout le temps de sa lecture. Il aura été tendu, il aura été en colère, il aura été révolté, touché, tout ce que tu veux, sans que tu aies recours à la fin à cette espèce de coup de massue, du coup qui est là un peu pour camoufler le fait que tu sais pas comment terminer autrement en laissant le lecteur dans cette espèce de tension permanente. Parce que, bien entendu, je suis pas du tout en train de te dire que toutes les fins doivent être des fins happy ending, où du coup tout va bien, ou quand je dis que tu fermes les portes, toutes les portes que tu as ouvertes, ça veut pas dire que tu les fermes doucement. Tu peux fermer très violemment ces portes, en fait. Et il peut y avoir de vrais drames, et des situations qui ne s'arrangent pas, et des protagonistes qu'on ne sauve pas, et qui seront broyés par ton récit, et ils s'en sortiront pas. Ça, c'est une fermeture de porte. Sauf que c'est une fermeture de porte tragique, et probablement que tu vas coincer les doigts du lecteur dans ta porte. Oui, j'ai décidé de faire une métaphore filée, laisse-moi. Et donc voilà, donc quand je dis de fermer les portes, ça veut pas du tout dire de laisser le lecteur dans un sentiment confortable, que tout le monde va bien, tout le monde s'en est sorti, tout le monde a évolué. Et pas du tout, c'est juste que tu réponds aux questions que tu as posées. Tu as posé tout un tas de questions dans ton roman, et ton travail, c'est de répondre à ces questions. Et parfois, la réponse, c'est c'est pas de bol, mais toi, tu t'en sortiras pas.
Voilà, et donc c'est dans ce sens-là que la fin, elle prend évidemment tout son sens. Et il y a une autre loi vraiment à côté de on doit fermer toutes les portes qu'on a ouvertes, donc on répond aux questions qu'on a évidemment nous-mêmes posées, même si en parallèle on laisse quelques petites miettes en suspens de façon tout à fait consciente. Il y a une autre loi très importante lorsque on travaille sur la fin, qui est que tout dans ton récit doit concourir à la fin. Alors, le premier, c'est Edgar Poe, qui a scénarisé tout ça et qui a analysé tout ça et expliqué tout ça, mais c'est une grande loi de l'équilibre narratif, c'est que tout, absolument tout, dans ton roman doit concourir à la fin. Même de façon très indirecte, même de façon très ténue, tout doit concourir à la fin. Si on se retrouve avec des arcs narratifs parallèles qui n'ont pas de rapport avec la manière dont ton roman se termine, qui n'influent pas du tout sur la fin de ton récit, alors ils n'ont rien à faire dans cette histoire. Et en réalité, c'est 2 histoires en une. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes masterclass et dans ce podcast, quand tu écris 2 histoires en une, c'est pas un avantage du tout, en fait. Pourquoi ? Parce que tu vas perdre le lecteur. C'est comme s'il se trouvait face à 2 chemins et il sait pas lequel emprunter. Il ne sait pas quelle histoire il est en train de lire. Et c'est pas une bonne chose, en fait. Le roman qui est captivant, c'est un roman qui a une intrigue principale et des myriades d'intrigues secondaires qui sont rattachées à l'intrigue principale. C'est ça l'épaisseur d'un roman. C'est pas plusieurs intrigues principales. Rien à voir. Plus tu as des intrigues qui se concurrencent et qui sont de même force, plus elles s'annulent en fait. C'est pas comme si leur pouvoir entrait en résonance, c'est tout l'inverse. C'est elles s'annulent. Parce que le lecteur se dit, alors du coup je suis quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de lire en fait ? Donc il faut que tu hiérarchises tes intrigues. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne dois mettre qu'une seule intrigue dans ton roman. Bien sûr que non. Je t'encourage à en mettre des dizaines et des dizaines. C'est juste qu'il faut que tu les hiérarchises. Ça, c'est la grande loi de l'écriture professionnelle d'un roman. Tu as une intrigue principale et tout ce que tu développes autour finira par trouver un sens au moment du dénouement et de la fin de ton roman. Le lecteur, quand il arrive à la fin, il ne doit pas avoir l'impression qu'il y a des trucs qui servent à rien. On ne sait pas trop pourquoi il a développé ce personnage, on ne sait pas trop pourquoi il m'a emmené dans cette intrigue, dans cette sous-intrigue, parce que, en fait, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, la fin aurait été exactement la même. Donc c'est la raison pour laquelle l'une des grandes lois fondamentales de réussite d'une fin, c'est justement ça, c'est que tout dans ton roman doit concourir à la fin. Mais peut-être de façon complètement ténue. C'est juste qu'à un moment, une intrigue secondaire est venue perturber l'intrigue principale, elle a pris un nouveau chemin, et ce nouveau chemin expliquera la fin. Ça peut être ça. Ça peut être de façon très ténue. Et évidemment, le lecteur peut ne pas comprendre pendant tout le temps du roman à quoi servent ces intrigues secondaires et comprendre qu'à la fin, évidemment, ah oui, donc ok, c'est pour ça qu'on a fait un petit tour de ce côté-là, qu'on a croisé ce personnage, que cette histoire d'amour-là, elle avait de l'importance alors qu'elle paraissait ne pas du tout être liée à l'intrigue principale, mais maintenant, une fois que j'arrive à la fin, j'ai enfin tout compris. Donc ça, c'est vraiment 2 règles fondamentales et absolues pour bien réussir sa fin. Voilà, j'espère que ça t'aura un petit peu aidé, que tu pourras te servir de tout ce que je viens de t'expliquer. Et je te retrouve très vite pour un tout nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.